politique et économique du macronisme. Sur cette base-là, vous avez un gouvernement Le Cornu 2 qui n'a pas de majorité et qui n'a pas de soutien à l'Assemblée. C'est un budget qu'on a qualifié de Frankenstein parce qu'effectivement, il mêle des éléments complètement disparates et sans cohérence d'ensemble. Et là-dessus, effectivement, on a eu plus de 3000 amendements au début avec des groupes, et notamment le groupe de la droite républicaine, qui a déposé un nombre d'amendements énorme par rapport à la taille de leur groupe. Et on a aussi en séance un gouvernement qui ne fait pas non plus l'effort de réduire son temps de parole. Donc effectivement, on a une contrainte de temps qui nous mène à ce stade droit vers les ordonnances. Alors justement, on va revenir sur ce scénario, toujours en essayant d'expliquer à nos téléspectateurs. Déjà, on est en première lecture à l'Assemblée, il y a une navette, tout ce qui est adopté pour l'instant n'est pas gravé dans le marbre. Sylvain, est-ce que vous avez le sentiment que certains jouent la montre? Claire Lejeune dit, le gouvernement prend beaucoup de temps, la droite dépose beaucoup d'amendements. Est-ce que certains ont intérêt finalement à ce que les débats explosent, les délais explosent, pardon? D'abord, je veux dire à nos téléspectateurs là, qui nous font un gentillesse de nous écouter, mais je crois qu'ils sont aussi intéressés par le débat parlementaire, que c'est un débat de haute tenue. En réalité, moi, je suis commissaire aux finances, on est commissaire ensemble, donc je fais la commission. Le débat, c'est un débat extrêmement intéressant. Et la ministre, moi, je veux saluer Amélie de Montchalin, qui passe beaucoup de temps, c'est vrai, elle parle beaucoup, mais elle explique, elle rentre dans le détail, elle donne des avis, et ça donne, à la fin, l'Assemblée décide. C'est évidemment, on est dans une autre temporalité qu'auparavant, puisque avant il y avait une majorité. Et donc moi je veux saluer le travail. On est contraint par le temps. On va travailler, on va siéger tout ce week-end, samedi, dimanche, probablement dimanche tard dans la nuit, parce qu'il nous faut un budget, et nous on va tout faire pour qu'il y ait un budget. Justement, Claire Lejeune, c'est vrai que les débats sur la taxe Zuckman, il faut bien quelques heures pour trancher ce débat sur la question des patrimoines, des successions. Il faut aussi du temps, et les Insoumis prennent la parole parfois pour donner des positions également. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui joue la montre? Finalement, c'est qu'il y a beaucoup de sujets dans un budget. Alors tout à fait, tous les débats qu'on a sont légitimes, ils portent sur le fond, ils ont une valeur, et je pense que là-dessus il n'y a pas de sujet. Néanmoins, ce sur quoi je voudrais alerter, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu un abandon du 49.3 que tout d'un coup l'Assemblée est respectée. C'est-à-dire que tout ce jeu de dire vous êtes souverain, vous allez pouvoir débattre et voter, il y a une part de comédie et de jeu là-dedans, puisqu'on sait très bien que vu les délais et vu le rythme actuel de l'examen de ces deux textes, on va droit vers ce que permet la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire l'usage de l'article 47 ou l'usage soit de la loi spéciale, soit des ordonnances. Donc, alors moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, ordonnance, loi spéciale. Mais Sylvain Maillard, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent c'est écrit dès le début? On a donc différents délais à l'Assemblée, 40 jours pour la première partie, 70 jours au total. Vous allez voir à la fin des fins, le gouvernement, il n'y aura pas de vote, il y aura des ordonnances, c'est-à-dire que le gouvernement imposera une copie. On est parti pour un marathon, ça s'appelle d'abord une marathon budgétaire, et il y a chaque kilomètre à faire les uns après les autres. On est arrivé au kilomètre 7, et on a encore beaucoup de temps devant nous. On commence le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, qui vient s'intercaler. On va travailler le week-end. Moi, vraiment, je prends plaisir à suivre ce débat budgétaire. Je trouve que c'est parfois un débat budgétaire. Je suis député depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Je trouve que c'est un débat budgétaire extrêmement intéressant où chacun, Claire Lejeune parle beaucoup et on l'écoute et on y répond, où c'est un débat intéressant parce que tout ça se finit par ordonnance. Il se construit des majorités un peu bizarres. Sylvain Maillard. Parfois, se construit des majorités un peu bizarres. On y reviendra justement sur le fond. Aussi le débat parlementaire. On peut pas dire que c'est le gouvernement qui décide tout, puis quand on est à la manœuvre, nous, les uns les autres, dire finalement c'est encore la faute du gouvernement. Mais à la fin, si tout passe par ordonnance, ce sera quoi? L'échec du débat parlementaire? Je ne suis pas capable de vous dire quelle sera la fin. Et tout à l'heure, on était avec le Premier ministre en réunion de groupe. Lui-même ne sait pas quelle va être la fin. Il n'y a pas de deal, il n'y a pas de... On avance kilomètre après kilomètre de façon sérieuse, rigoureuse. On défend chacun nos positions et on verra quels sont les votes des députés. Mais on est là et on base... Moi, je veux dire aussi aux Français, on est là et on travaille tous, quels que soient les 577 députés. On est là le soir, on termine tard le soir, on travaille le week-end, l'intégralité du dimanche. Et je crois que c'est important pour faire en sorte de trouver un budget. Et j'en profite pour dire que les journalistes de la chaîne parlementaire le font aussi, puisque nos équipes web notamment découpent les meilleurs extraits sur les comptes, nos réseaux sociaux. On va voir ce qu'en pense le Rassemblement National. Je vous propose de retourner dans la salle des 4 colonnes, puisque le député Thomas Ménager est au micro de Thibault Enoch. Bonjour Thomas Ménager, député du Loiret, porte-parole du groupe Rassemblement National ici à l'Assemblée. Quel est votre sentiment au Rassemblement National? Est-ce qu'on va arriver à voter ce budget ici? Vraisemblablement non, on voit bien que les débats s'enlisent, qu'il y
y a encore énormément d'amendements et que vraisemblablement nous ne tiendrons pas les délais. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est ce qu'a alerté Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy notamment, en disant depuis le début, le Premier ministre a dit qu'il renonçait au 49.3, mais qu'on s'orientait vers des ordonnances. Il y aura un passage du budget, notamment du budget initial, par le Premier ministre, par le gouvernement, sans avoir la possibilité de voter. La plupart des amendements ont été déposés par le Parti Socialiste et par le Bloc Central, c'est-à-dire ceux qui vraisemblablement soutiennent le gouvernement et ne souhaitent pas le censurer. Donc c'est bien qu'ils veulent eux aussi ralentir les délais et ne pas aller au vote parce qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Nous, au Rassemblement national, je pense qu'on est les seuls à vouloir aller au vote, à vouloir s'exprimer. On défend bec et ongle notre programme et ce qu'on fait ici dans l'hémicycle, et on assumera notre position de vraisemblablement s'opposer à un budget qui va faire les poches des Français. La ministre des comptes publics, Amélie Montchalin, a annoncé qu'elle allait reprendre dans la copie du Sénat les amendements votés ici à l'Assemblée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les députés, pour le débat parlementaire. Oui, enfin, c'est une bonne nouvelle, mais encore heureux. C'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude que le Parlement et l'Assemblée nationale soient piétinés, que la représentation nationale soit piétinée. Voilà, de le reprendre avant que ça parte au Sénat, c'est une bonne chose, mais il faudra voir la copie finale. C'est-à-dire que si jamais on arrive à faire ce que je ne crois pas qu'on l'a fait précédemment, il y aura une commission mixte paritaire, et donc il y aura la possibilité de quand même tripatouiller et tout refaire. Donc on attendra de voir la copie à la fin, mais encore heureux que le gouvernement entend le vote des Français indirectement par la voix des représentants que nous sommes ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Thomas Ménager. Merci. Merci beaucoup Thibault Enoch. Thomas Ménager dit que c'est normal, mais c'est vrai que la ministre a annoncé que, faute de temps ou non, ce sera les amendements votés seront transmis au Sénat. On le sait, Claire Lejeune, le gouvernement pourrait, faute de temps, transmettre la copie initiale. Est-ce que pour vous c'est un gage de bonne foi du gouvernement? Oui, enfin, écoutez, les personnes qui aujourd'hui nous disent respecter la voix de l'Assemblée et respecter les députés sont les mêmes qui ont usé et abusé du 49.3, sont les mêmes qui n'ont pas entendu les Françaises et les Français lorsqu'ils se sont opposés à la réforme des retraites. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un changement là-dessus? Regardez, plus de 49.3, suspension de la réforme des retraites. Oui, mais les gages de bonne foi, si en fin de course, c'est des ordonnances, ça tombe complètement à plat. Donc la Constitution de la Ve République, elle permet par d'autres biais que le 49.3 d'écraser la représentation nationale. Et donc tout ça, il y a de fortes chances que ce soit un jeu avec en ligne de mire, effectivement, un passage en force. Donc on peut... moi, la confiance, elle est rompue depuis longtemps avec ce gouvernement et les précédents qui ont justement eu des pratiques antidémocratiques. On ne peut pas tout d'un coup inventer une démocratie parlementaire dans un régime que vous avez vous-même contribué à rendre très vertical et très autoritaire. On a le sentiment que le gouvernement essaye en tout cas de proposer une nouvelle méthode. La ministre des Comptes publics qui dit on va garder les amendements adoptés, on les transmettra au Sénat, peu importe l'issue là sur la première partie. Pour vous c'est un gage de bonne foi ou est-ce qu'au contraire chez vous ça vous inquiète un peu parce que je crois que vous n'êtes pas tout à fait favorable à tout ce qui a été adopté en séance? Non, mais on peut pas, j'entends ma collègue dire crie au loup, la situation d'avant lui allait pas, la situation là lui va pas. En fait, en gros, je pense que ce qui lui va pas, c'est nous, en fait, tout simplement. Et je crois qu'il faut être clair. Je suis une députée de l'opposition. Mais je le sais bien, mais là, sur la procédure, moi, je suis très heureux de cette procédure. Je vous le dis. Je pense que nous allons au bout, nous purgeons les sujets les uns après les autres. Je me souviens de la discussion qu'on a eue sur la taxe Zuckman, qui est, je pense, une discussion qui était intéressante, sur laquelle on a pu purger et dire voilà, il n'y a pas une majorité à l'Assemblée pour voter cette taxe. Je pense que c'est des choses importantes, qu'on arrête d'être sur les plateaux de télévision, même si c'est important d'expliquer ce qu'on fait, mais que les débats se purgent à l'Assemblée nationale, et des décisions qui sont prises. On a créé un impôt forfaitaire, improductif, sur la fortune improductive, je sais pas comment il s'appelle, qu'on a inventé nuitamment, où nous on est très opposés à ça. Mais c'était la volonté d'une alliance entre le Rassemblement national, qui là se dit, je vous l'entendais, c'est eux qui ont voté 34 milliards supplémentaires au total d'impôts supplémentaires, c'est le Rassemblement national. Avec une taxe sur les multinationales, une taxe sur les rachats d'actions. En même temps, ils disent que c'est Frankenstein, mais ils passent leur temps à voter des taxes supplémentaires ou des impôts supplémentaires. Donc nous, on essaye de porter une voix qui est notre voix, notre sonorité. Nous, on est pour la politique de l'offre. Depuis toujours, on continuera à la porter. Et puis, on fait en sorte de soutenir notre industrie, nos entrepreneurs, et de faire en sorte que le travail paie plus en France. Voilà, c'est nos ancres et notre travail parlementaire. Et nous, on sera là du début jusqu'à la fin. On se bat. Je n'ai aucune
aucune idée, je vous le dis en vous regardant dans les yeux et en regardant les téléspectateurs, je n'ai aucune idée comment se finira ce texte. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on va y travailler sérieusement jusqu'au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de scénarios, mais beaucoup de doutes sur l'issue de ce budget. La ministre a redit, c'est une façon de montrer aux parlementaires que c'est pas une mascarade. Claire Lejeune, on a bien compris que vous étiez dans l'opposition, pas de confiance envers ce gouvernement, mais il pourrait, selon les textes de la Constitution, si vous n'aboutissez pas à un vote, repartir de sa copie initiale et tout balayer d'un revers de main. Est-ce que là, le Sénat va devoir travailler sur la copie de l'Assemblée avec les taxes supplémentaires votées que parfois vous avez votées également? Oui, mais elle ressemble à quoi cette copie en réalité? C'est là où en fait il n'y a pas d'issue. C'est ce texte, il sera invotable. Monsieur Sylvain Maillard, je pense que vous n'êtes pas satisfait de la copie qu'on a sous les yeux. Nous non plus. Qui va voter ce budget en réalité? C'est là où ça n'est pas satisfaisant et c'est l'impasse dans laquelle s'est mis le gouvernement Lecornu. C'est qu'il a dit don't act, je n'ai pas de majorité. Mais du coup, il est obligé de bricoler en fait un budget avec les différents amendements qui passent pas. Et aussi en termes de méthode de travail, c'est un peu n'importe quoi ce qu'on a vécu vendredi. Une interruption de séance d'1 heure parce qu'il y a un amendement du gouvernement qui apparaît. Le soir, on voit un amendement de Mattei qui se met à être sous-amendé par le PS et on se retrouve une séance un peu folklorique avec le vote d'une mesure de fiscalité dont personne ne pouvait chiffrer ni délimiter. Mais avec un Premier ministre qui vient dans l'hémicycle expliquer aussi un peu sa méthode. Oui, mais ce Premier ministre, il devrait pas être là. Si vraiment on avait un respect des voix démocratiques dans ce pays, le Premier ministre Lecornu ne devrait pas être là. Il a démissionné, il a été renommé. Tout ça ne devrait pas être là en général ou ne devrait pas être dans l'hémicycle vendredi? Monsieur Lecornu ne devrait pas être Premier ministre dans le pays. Est-ce qu'il devait être dans l'hémicycle vendredi? Pour vous, c'est une bonne chose qu'il soit venu expliquer sa méthode? C'est un geste extrêmement fort. Jamais un Premier ministre vient se mêler de la discussion parlementaire du budget. Donc c'est un geste très fort qui montre aussi la situation inédite dans laquelle nous sommes et aussi de la gravité du moment. Donc nous essayons au maximum les uns et les autres de construire un budget qui soit votable à la fin. Vous avez raison, à l'heure actuelle, il est très difficile, mais on est en première lecture, on débute, je vous dis, on est au kilomètre 7 d'un marathon qui va faire 42 km. Ça va être long, ça va s'accélérer au fur et à mesure. C'est quoi, un 6e de la course? Oui, ça va s'accélérer au fur et à mesure, hein, la vitesse va s'accélérer, mais il me semble important qu'on continue à être là. On est les députés de la nation, on représente la nation, on doit continuer d'avoir un débat de haute qualité. Je crois que dans les marathons Sylvain Maillard, on dit qu'il y a un mur à un certain nombre de kilomètres. Au 30e, c'est connu. Au 30e. Ouais, on n'est pas encore. On verra est-ce que Sébastien Lecornu survit au 30e. Vous parlez justement de cette copie, on va retrouver Stéphanie Depierre pour nous dire justement, Stéphanie, à quoi elle ressemble cette copie? Eh bien, les députés ont voté une longue série de taxes pour les plus hauts revenus ou les entreprises, taxes sur les multinationales, taxes sur les bénéfices des grandes entreprises, taxes GAFAM, retour même de l'exit tax, ce qui fait dire au ministre de l'économie que c'est de la sorcellerie fiscale, car il a dénoncé une partie de ces mesures qui sont inapplicables ou contraires au droit européen. Les députés, en revanche, ont dit non à la proposition socialiste de taxe Zuckman, même dans sa version allégée. Ils ont aussi dit non au gel du barème de l'impôt sur le revenu voulu par le gouvernement, non également à la fiscalisation des indemnités pour les maladies longue durée. Donc c'est autant de recettes en moins. Pour autant, ce budget n'est pas une copie Frankenstein. C'est Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui l'a dit ce matin lors de la réunion de groupe des députés Ensemble pour la République. Du côté de la ministre des Comptes publics, on explique que désormais le budget est encore à 4,7% du déficit, soit l'objectif initial du gouvernement. Et donc Stéphanie, puisque c'est la question qui nous animait en plateau, est-ce qu'il est votable? Par quel groupe? Eh ben pour l'instant, personne ne semble très convaincu, vous l'avez entendu. La France Insoumise ne veut pas de ce budget injuste socialement et qui mène dans le mur économiquement. Ça, c'était les mots de Manuel Bompard ce matin. Pour le Rassemblement national, ce budget est invotable. C'est la même chose du côté des Républicains. L'enjeu, c'est toujours donc pour le gouvernement de convaincre le Parti Socialiste et d'autres députés de gauche, écologistes, communistes, de s'abstenir. Chemin encore possible selon Olivier Faure. Nous avons mis de la justice fiscale, mais ce n'est pas encore suffisant, disait ce matin les députés socialistes à l'Assemblée nationale. Alors Sébastien Lecornu promet de nouveaux compromis. Il a d'ailleurs appelé ce matin ces députés Ensemble pour la République à accompagner les compromis proposés par le gouvernement et à ne pas être source de désordre. Mais je vous rappelle qu'en commission, le premier volet de ce budget a été rejeté et pour le moment, on voit mal comment cela pourrait en être autrement dans l'hémicycle.
Merci beaucoup Stéphanie. Sylvain Maillard, c'est vrai que le Premier ministre dit dans votre réunion de groupe, allez, il est peut-être pas si Frankenstein que ça. Le ministre de l'économie dit c'est de la sorcellerie fiscale. Amélie de Montchalin, pour l'instant, on reste à peu près dans les objectifs de déficit. Mais à la fin, que va faire votre groupe? Oui, c'était une longue réunion de groupe autour du Premier ministre où on a pu évidemment discuter de l'ensemble des sujets, y compris des retraites qui vont arriver la semaine prochaine, mercredi prochain. Il a été très à l'écoute d'abord des députés. On a eu un tour de parole très très large qui a permis d'écouter. Et c'est quoi? C'est le flou? Il avait raison, il a dit qu'il trouvait que le budget était moins Frankenstein que ce que nous avions à la même période sous Michel Barnier l'année dernière. Mais qu'évidemment c'était pas le budget dont on voulait. Et on entend, nous en commission, nous l'avons voté, nous sommes les seuls Renaissance à l'avoir voté. Pourtant on n'aimait pas forcément. Mais là la le budget. copie n'est pas tout à fait la même en séance non plus. C'est vrai, mais pour nous ce qui est important, c'est qu'on puisse continuer, que le parcours en première lecture, en seconde lecture puisse continuer pour qu'on arrive à la fin à une copie. Claire Lejeune, même question, mais un peu à l'inverse. Il y a des choses qui déplaisent au bloc central, mais est-ce que vous, chez les Insoumis, vous avez eu certaines victoires? La taxe sur les multinationales que vous chiffrez à 26 milliards d'euros, une surtaxe d'impôt sur les sociétés, la taxe GAFAM, la suppression de la fiscalisation des indemnités pour les patients qui souffrent d'affections de longue durée. Ce que vous dites après tout, je crois que c'est Éric Coquerel qui dit on a 40 milliards de recettes en plus. Est-ce que cette copie-là, vous ne pourriez pas la voter? Alors non, c'est invotable pour nous en l'état et surtout, en fait, dans les éléments que vous avez mentionnés, il y a juste des horreurs qu'on a réussi à retirer du texte. Par exemple, revenir sur ce terrible projet de fiscaliser les indemnités journalières des malades. Mais vous avez aussi rajouté des taxes, des recettes supplémentaires. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'an dernier, par exemple, où avec l'ensemble du bloc qu'on appelait le bloc Nouveau Front Populaire, on avait réussi réellement à changer les équilibres du budget et à le transformer. Cette année, en réalité, les grands équilibres macroéconomiques du budget, ils ne changent pas. On a réussi puisque le RN avait voté avec vous l'année dernière et pas cette année. Alors, ce qui change, c'est d'une part le RN qui est sur une ligne beaucoup plus libérale et j'allais dire macrono-compatible qu'elle n'a été l'an dernier. Et votre héritage économique, en réalité, il est sauvé avec des votes communs avec le RN. La taxe Zuckman, vous avez voté ensemble contre. Le fait de raboter la maigre taxe sur les holdings, vous avez voté ensemble ce rabot. Le fait qu'on ne revienne pas du tout sur le PFU ou des éléments de fiscalité qui sont favorables aux plus grandes entreprises et aux plus aisés, toutes ces choses-là, vous les avez conservées parce que le RN a changé de position. Alors, sauf qu'on voit bien, et c'est le problème, que pour l'instant, personne ne le vote, ce budget. On va voir ce qu'en pensent les socialistes. Arthur Delaporte, député du groupe, est au micro de Stéphanie Despierres, celle des 4 colonnes. Bonjour, alors où on est le Parti Socialiste? On a à la fois des députés qui nous font la liste de tout ce que vous avez gagné, tout en nous disant non mais ça suffit pas, on veut encore d'autres choses. Alors ce budget, il vous va ou il vous va pas? Ce budget, pour l'instant, il ne nous va pas. Et je veux dire, on s'en cache pas, ce budget est déséquilibré, et ce déséquilibre, il pèsera toujours sur les catégories populaires. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que tant qu'il n'y a pas de justice fiscale, tant qu'on n'a pas réussi à transformer en actes, c'est-à-dire les victoires qu'on a pu obtenir en commission, qui sont des victoires symboliques à ce stade, pour l'instant, ça ne nous va pas. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut là pour que vous acceptiez de vous abstenir sur ce budget? Par exemple, vous voyez encore aujourd'hui, le doublement des franchises médicales, c'est pas possible. La question de ce qu'il a pesé sur la fiscalité, sur les ALD, donc les affections de longue durée pour des personnes qui sont soit diabétiques, soit atteintes de cancer, tout ça, c'est inenvisageable si on parle du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça, l'Assemblée a voté contre. Voilà, et donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer ces votes en commission, qui sont indicatifs, à des votes en séance publique pour débarrasser le projet de loi de financement de la sécurité sociale de toutes les horreurs qu'il contient aussi. Et comment est-ce qu'en parallèle, on arrive à dégager des recettes nouvelles? Parce qu'il ne peut pas y avoir des moindres dépenses si derrière, des dépenses en plus, en fait, finalement, s'il n'y a pas des recettes nouvelles. Et donc ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à fiscaliser la CSG des ultra-riches? Comment est-ce qu'on arrive à fiscaliser les actions, par exemple? Voilà, pour éviter d'avoir à aller chercher sur la CSG des retraités ou des personnes qui sont au RSA. Ça, pour nous, c'est inenvisageable. Est-ce qu'en allongeant, pas chaque jour, mais en allongeant régulièrement vos demandes, vous ne prenez pas le risque que le débat ne se fasse plus ici à l'Assemblée mais au Sénat et peut-être même ne se fasse plus tout court parce qu'on serait hors délai? Alors nous, on n'allonge pas nos demandes, on a toujours dit qu'il y avait plusieurs piliers. La suspension de la réforme des retraites, la justice fiscale avec la mise à contribution des ultra-riches et pas des catégories populaires,
et la justice sociale. Et donc ces trois piliers qui sont ceux que nous défendons depuis le début sont ceux qu'on continue de défendre aujourd'hui, et on engrange chaque recul. Celui sur le dégel, par exemple, des pensions, ça a été une annonce de vendredi dernier du Premier ministre, on en prend acte. Maintenant, il faut continuer à avancer, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à obtenir un budget qui ne soit pas horrible pour les Françaises et les Français. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie Despierres, Sylvain Maillard. Comment vont juger les groupes à la fin? C'est la colonne des plus, la colonne des moins pour chaque budget. On dit que le compromis, c'est forcément quand on se reconnaît pas non plus dans un budget. Sauf que là, les socialistes disent s'ils se reconnaissent pas du tout, ce sera sans eux. Mathématiquement, arithmétiquement, et j'ai 2 commissaires aux finances, il n'y a pas d'issue. Là, il y a un jeu de rôle. Là. On est tous dans un jeu de rôle parce qu'on voit bien, je le redis, on est qu'au début, de la discussion budgétaire et que chacun reste sur ses encres. Si on veut un compromis, c'est quand deux, trois sortent de la salle et disent c'est pas le mien, c'est pas ce que je voulais, je me suis fait mal, mais quand donc, personne n'est content, mais pas suffisamment mécontent pour censurer derrière. Rappelle, nous on avait dit et on a voté évidemment contre parfois des positions du gouvernement qui ne vous conviennent pas. Nous on veut que par exemple sur le RSA, il puisse y avoir au moins l'inflation qui fasse en sorte que ça puisse augmenter. On veut que sur les minima sociaux, il puisse y avoir une aide sur l'inflation et qu'on n'est pas d'accord sur un gel dessus. Et donc on accompagnera au fur et à mesure pour essayer de trouver, tendre la main, tout en rappelant que nous, on n'est pas une politique de l'offre, on n'a pas changé sur ce que nous portons, c'est normal, c'est notre ADN, la politique de l'offre, mais de faire en sorte que le travail paie plus en France. Pour nous, c'est l'encre sur laquelle on va se battre jusqu'au bout. Claire Lejeune, sur les socialistes qui ne sont pas contents ni du budget, ni budget de la sécurité sociale, on y reviendra, mais qui disent, voilà, on continue à essayer de négocier, d'arracher certaines victoires. C'est pas du tout votre stratégie, et vous dénoncez celle des socialistes? Moi, très sincèrement, à ce stade, je ne comprends plus ce que fait le Parti socialiste. Je pense qu'ils se sont mis dans la seringue des négociations avec le gouvernement et qui ne peuvent maintenant plus reculer. Et donc, ils sont obligés de faire semblant qu'ils obtiennent des grandes victoires, alors que ce qu'ils ont obtenu, c'est non pas la suspension, mais le décalage de la réforme des retraites. Ce qu'ils ont voté avec le MoDem et le Rassemblement national le vendredi soir, ça va rapporter au plus des miettes. Hein, ça nous a été confirmé. L'impôt sur la en plus, en épargnant les plus hauts revenus, donc les multimillionnaires. Moi, leur copie n'est plus, leur voix n'est plus du tout lisible. Et si vous regardez le nombre de fois où ils ont menacé de censure depuis quelques semaines, ça se compte à 4-5 fois. Ils disaient si on n'a pas la suspension intégrale, on censurera. Ils n'ont pas eu la suspension intégrale. Et là, on a l'impression qu'ils ne parlent plus de menaces de censure directement. Ils sont plus alors dans une négociation peut-être. Alors on le dit, un budget chasse l'autre, mais pas complètement parce que tout s'entremêle à l'Assemblée nationale. Et Thibault Hénoch, tout à l'heure, c'est le top départ donc du budget de la sécurité sociale. Oui, après le projet de loi de finances, c'est la deuxième jambe du budget de l'État et puis la deuxième épine dans le pied du gouvernement, un texte de projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a déjà beaucoup fait parler de lui dès avant son arrivée dans l'hémicycle, car c'est en son sein que la suspension de la réforme des retraites doit être votée conformément à l'engagement du Premier ministre qui a rectifié le texte initial pour y intégrer cette mesure des retraites et autres prestations sociales dont il va être question au cours des débats, puisque la copie initiale du gouvernement comprenait aussi la fameuse année blanche qui devait voir ses prestations gelées, mais Sébastien Lecornu a annoncé vendredi qu'il renonçait à cette mesure pour les retraites et les minima sociaux. Des revalorisations devraient donc avoir lieu. Elles étaient demandées par toutes les oppositions. Côté santé, le texte aussi va être difficile à débattre. La potion est amère, l'enveloppe des dépenses à un pays l'Ondam doit notamment ralentir très nettement sa progression, un grand coup de frein qui se traduit notamment par une mesure très décriée, la hausse des franchises médicales, une mesure qui figure dans la copie des parts du gouvernement mais qui a été rejetée en commission. On verra ce qui se passe dans l'hémicycle d'une manière générale pour ce PLFSS comme pour le PLF. En l'absence de 49.3, la copie de départ du gouvernement ne sera certainement pas celle d'arrivée. Merci beaucoup Thibault Hénoch. Effectivement, on a vécu vendredi lors de cette séance assez passionnante à l'Assemblée nationale, le Premier ministre dire sur le gel des retraites et des minima sociaux, ok, je reviens dessus. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est un vrai cadeau, un vrai compromis? Ou de toute façon, on a bien vu qu'au même moment quasiment, c'était rejeté en commission des affaires sociales? Non, nous on pense que c'est important, en tout cas Renaissance, Ensemble pour la République, on dit que c'est quelque chose d'important. Il faut évidemment faire en sorte de rester dans les 4,7% de déficit, qui c'est un gros déficit, mais que ce soit un budget où
on accompagne ceux qui sont en grande difficulté. On ne veut pas faire un budget qui ne soit pas aussi tourné vers ceux qui sont dans la grande difficulté ou la précarité pour accompagner. Nous, on veut que le travail, c'est la source de notre engagement, on veut que le travail paie plus, on veut que tout le monde ait du travail. Et donc pour ça, il faut aussi accompagner nos concitoyens qui sont en difficulté, les accompagner pour les ramener vers le travail, et c'est pas en coupant évidemment les progressions, l'inflation, en les poussant un peu plus dans la précarité qu'on y arrivera. Donc c'est ça qu'on va porter, nous, dans le budget de la sécurité sociale. Claire Lejeune, sur cette annonce du Premier ministre, une avancée par rapport à la copie initiale? Oui, alors là, vous voyez encore une fois qu'il y a un tourloupe. Monsieur le Premier ministre vient en hémicycle nous faire la grande annonce qu'il accepte de revenir sur l'année blanche et une partie du gel, mais les députés ont voté pour cette exclusion de cette mesure. Mais comme vous le disiez, il peut aussi passer par ordonnance, garder sa copie initiale. Là, oui, c'est quand même la promesse que peu importe comment ça se passe. Et il présente comme une concession quelque chose qui est voté par la représentation nationale, tout en disant que dans tous les cas, il allait respecter les votes de l'Assemblée nationale. Vous voyez bien qu'il y a un loup dans l'affaire. Et sur le PLFSS, même à l'issue du vote en commission, il reste des choses qui sont très graves et qui sont sur les franchises médicales notamment. La ministre de la Santé dit, elle appelle ça des forfaits de responsabilité. C'est 40 € en moyenne de plus par an. Même dans les mots, il y a un problème avec la logique qui est développée. On a le ministre des Solidarités, Monsieur Farandou, qui ce matin a dit, bon, peut-être la générosité de notre modèle, il va falloir que ça s'arrête. Ça n'est pas de la générosité, c'est un modèle de solidarité nationale qui fait jouer justement les liens, les contributions par les cotisations sociales et patronales, et c'est ça qui a été détruit avec les exonérations de cotisations. Donc parler de générosité pour qualifier notre modèle de solidarité nationale, c'est aussi... Ouais, mais c'est une ligne aussi voilà, du gouvernement, il n'y a pas de tout gratuit, c'est un forfait de responsabilité. Oui, pour vous les défendez, ces doublements des franchises. J'entends ce que dit Claire Lejeune. Il faut voir que nos dépenses de sécurité sociale sont en train de complètement déraper. Nous avons des hausses incroyables depuis, regardez, depuis 10 ans maintenant, donc un petit peu même avant que nous arrivions au pouvoir, c'est plus de 300 milliards supplémentaires que nous dépensons dans la dépense sociale, et qu'à un moment, nous n'avons plus collectivement les moyens par rapport à ce que nous gagnons de financer l'intégralité. Donc il faudra faire des efforts. Moi je vais vous dire un truc.